Alors, je ne sais pas comment je fais pour donner la main. Voilà. C'est pas grave, faut accepter tout le monde. Hein. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, les gens... Alors... Johanna et Charlotte, je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les noms des personnes qui s'inscrivent. Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Oui, ça c'est bon. Ok, super. Alors, d'ailleurs, j'aurais pu partager avec vous le doc. Johanna, est-ce que tu peux aller sur le commun et partager le doc des inscrits avec Charlotte, Ouais, éventuellement, comme ça vous cochez. Je ouais, je viens de le fermer. Je vois qu'il y a encore des inscriptions qui arrivent à l'instant. Honnêtement, ça va être, je ne vais pas pouvoir les gérer. Hein. Il y a toujours des inscrits de dernière minute. Ah, j'ai pris les derniers jusqu'à il y a 2 minutes, mais là maintenant je peux pas. Désolée, mais s'il y en a qui cherchent à vous joindre, vous pouvez transférer le lien. Contact@10h11.com, je transférerai le lien. Ouais, mais sauf que du coup, là, les gens, ils vont arriver sur le site, mais c'est trop tard. Hein. Désolée, mais quand on fait tout de façon manuelle, bah, c'est toujours un peu plus compliqué. Julien, tu as mis un petit message à Raphaël? Oui, j'ai mis un message à Raphaël, je lui ai envoyé un texto en lui rappelant le lien. Donc, il ne m'a pas encore répondu, mais je pense qu'il va arriver, il va se connecter. De toute façon, c'était midi, hein, donc on a encore... Oui, tout à fait. Ah bah ça y est, il se connecte à l'instant. Je vois qu'il y a Jacques Nicolas qui s'est connecté. Bonjour Jacques, ça me fait très plaisir de vous voir connecté. On a mis un petit peu de musique, Jacques, pour laisser le temps aux gens de se connecter, puisque c'est midi. Hein. Ah, je vois que Raphaël est arrivé. Bonjour Raphaël. Oui. On va attendre de toute façon quelques minutes parce qu'il n'est que 59. Donc normalement, par rapport aux inscriptions, on devrait être un petit peu plus de 200. Ah, bonjour Eva. Je vois aussi qu'Eva vient de se connecter. On devrait être un petit peu club, Julien. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver, vu que ça doit démarrer à midi. Alors.
l'instant, nous sommes 35. On dit parfois que les Français sont pas ponctuels. Moi, je peux te dire qu'à 12 heures pétantes, ça arrive. Ça arrive, hein. On va laisser 3 minutes de courtoisie pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Et puis, on débutera la session à 12h, 12h03, 12h04. On a pas mal de choses à voir. Et pour que les estomacs ne gargouillent pas trop et que vous soyez super concentrés, on débutera à l'heure pour terminer à l'heure. Et nous avons des invités de marque ce jour. Certains au bureau, certains à la maison. Mais contrairement au premier confinement, on a beaucoup moins d'enfants derrière qui passent. Julien, t'es prête? T'as pris un petit verre d'eau? Oui, oui, je suis prêt. Je vais même couper la musique et commencer à brancher mon micro. Il est midi 1, je pense qu'on va démarrer et de toute façon, ils nous rejoindront. Oui, dans quelques petites secondes, le temps de… Je passe sur les écouteurs, vous m'entendez toujours bien? Parfait. Super. Oui, c'est parfait. Bon, c'est l'essentiel. Alors, si on a un bon son, une bonne qualité de son, c'est très bien. Alors, attends, parce que ça arrive en grand nombre. Je clique, je clique, je clique. C'est vrai que ce qu'il faut rappeler pour ceux qui patientent, c'est que Laurence administre donc cette visio et elle seule peut accepter les demandes qui arrivent. Donc, ce n'est pas simple de tout coordonner. Et vu qu'il est… Ouais, là, tu dois te faire spammer, Laurence, de demandes. Mais tant mieux. C'est la rançon de la gloire, c'est très bien. J'en profite quand même pour dire un petit mot pour les premiers qui sont arrivés quand même de remerciements. C'est vrai à Orange Institute d'avoir accepté d'organiser ce Google Meet ensemble. Évidemment aussi à Raphaël, à qui on laissera après la parole, Raphaël De Andréis de Havas, qui est président de Havas Village et qui pourra, Havas France, qui pourra nous expliquer aussi pourquoi il a accepté de faire la préface du livre Data Maker et j'en suis vraiment honoré. Ne dévoile pas tout. Non, je ne dévoile pas tout, mais je donne quelques infos aussi quand même avec nos partenaires. Il y a eu évidemment Digital Campus avec Eva qui a accepté de partager cette conférence aussi auprès de ses étudiants et des partenaires entreprises de Digital Campus. Et puis Digital Village aussi qui est une sorte de station F pour les entrepreneurs un peu partout en France qui a aussi accepté de nous accompagner sur cette communication, en tout cas pour qu'on soit tous réunis aujourd'hui sur ce Google Meet. Donc un grand merci et un premier clin d'œil à vous parce que ça fait plaisir. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 12h03. On a certainement des personnes qui vont arriver d'ici quelques minutes qu'on accueillera avec plaisir. Mais tout d'abord, bienvenue à vous tous. Je vois déjà quelques têtes connues, quelques têtes moins connues, mais en tout cas, ça a été un grand succès lorsqu'on a lancé cette proposition de session sur les data.
Donc, on accueille des gens de tous horizons, parce que nous avons des étudiants, nous avons des start-upers, nous avons des gens de chambres de commerce de Paris ou de Bordeaux, nous avons des gens de différentes écoles, tu l'as cité tout à l'heure, nous avons même des personnes retraitées qui sont toujours très actives intellectuellement et qui veulent rester connectées et s'intéresser à des vrais sujets d'actualité. Alors, on aurait pu vous parler d'un sujet hyper d'actualité qui est celui du vaccin aujourd'hui, mais non, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les datas. Les datas, la data, et on verra d'ailleurs comment on en parle avec notre invité Julien Daubert. Alors, Julien Daubert, pour la petite histoire, alors je vais peut-être d'abord présenter Orange Institute et me présenter. Donc, moi, je suis Laurence Lemoine, je dirige Orange Institute depuis quelques années, mais Orange Institute, c'est une longue et belle histoire, puisque depuis 10 ans, nous organisons des Learning Expeditions à travers le monde. C'est-à-dire qu'on va voir différents écosystèmes. Alors, ça va de Montréal à San Francisco, par la Corée, le Japon, la Chine, l'Inde, Moscou, pour aller voir ce qui s'y passe en termes d'écosystèmes digitaux. Donc, on a parmi nous, là, aujourd'hui, des gens qui nous ont accompagnés sur ces différents voyages. Ils se reconnaîtront, mais je les salue tous. Et puis, en fait, Orange Institute, c'est également des belles rencontres. Et dans ces belles rencontres, on a Julien qui a participé pour la première fois en 2017 avec nous. C'est ça, Julien? Oui, je crois que c'était 2017 ou 2018. La toute première était en Inde quand on a été à Mumbai. Absolument, absolument. Et donc, c'était une session assez dépaysante. Donc, l'avantage, c'est d'être complètement loin de tout le monde, loin de ses repères, d'apprendre des choses, de découvrir, d'être curieux, de voir comment ça fonctionne sur des thèmes digitaux. Et puis, c'est des rencontres également qui se créent et des rencontres parmi les membres avec les speakers. Et donc, Julien, c'est un jeune membre, plein d'enthousiasme, toujours plein d'entrain, et qui a fondé et qui dirige aujourd'hui 10h11 dont il va nous parler. Et là, il vient de sortir aujourd'hui un livre qui s'appelle Data Makers dont il va nous parler. J'ai eu la chance, et je t'en remercie, de le lire en avant-première. Je ne suis pas data scientist et honnêtement, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, c'est super intéressant. Donc, nous allons avoir 30 minutes avec toi pour parler de cela, des datas, d'essayer de décrypter, de poser des questions. Et puis, on a également Raphaël Delandréis, qui est un de nos fidèles membres également, et ils se sont rencontrés au Japon. Et je crois que c'est de là qu'est née cette belle histoire. Mais ça ne me surprend pas que ce soit bien entendu ces deux-là, parce que c'est des curieux, c'est des intuitifs. Et Raphaël a fait la préface du livre de Julien, qui est super intéressante. Ça aurait pu être l'introduction, mais du coup, je ne vais pas en dire plus et je vais peut-être passer la parole à Raphaël, qui est effectivement le chairman de Havas Village France, chairman South of Europe de Havas Creative. Donc, c'est un honneur pour nous de t'accueillir aujourd'hui, Raphaël, et je te passe la parole. Merci à tout le monde. Vous avez un chat à votre disposition et des questions-réponses en fin de session. Raphaël, on t'entend pas. Je pense qu'il faut que tu unmutes ton micro. On ne te reçoit toujours pas. Non. En mime, c'est bien, mais là, on ne t'entend toujours pas. Oui, ça y est, ça devrait être bon. Pourtant, tu as tourné le mute. Est-ce que tu as accepté le son? Non, pour l'instant, on ne t'entend pas. Ah, c'est les joies du direct. Hein. Retente une connexion, hein, sinon, ça peut arriver. Donc, en attendant juste que Raphaël se reconnecte, comme tu l'as dit, Laurence, il y a un chat à votre disposition. Moi, je regarderai souvent le chat pendant que je présenterai les différents éléments aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, parce que l'idée, ce n'est pas forcément que ce soit une conférence théorique, mais bien une interaction aussi. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat quand vous le souhaitez. Alors, je vois que Raphaël est revenu. Oui.
Vous m'entendez ce coup-ci? Super, ça marche. Ok, génial. Bon, merci. Julien, est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot peut-être de ton livre avant que je parle de la préface? Parce que c'est… Oui, ben, non, c'est vrai que c'est un livre qu'on a démarré vers le mois de mars, je pense en début de confinement, où on s'est interrogé sur ces sujets. C'est d'ailleurs Marius, chez nous, un de mes associés, qui le premier a lancé l'idée. Je l'en remercie. Je me souviens encore du moment où il nous a dit il faudrait qu'on partage un peu plus notre méthodologie de travail. Et il se trouve que une fois qu'on a finalisé ce livre, qui se veut pédagogique et qui s'adresse à tout le monde, on s'est posé la question d'une préface parce que ce sont des choses qui se font et ça a été assez naturellement que j'ai pensé à Raphaël parce que, on a un partenariat aujourd'hui avec Havas, 10h11, et on travaille des sujets de data avec Havas, notamment sur de l'ultra-ciblage publicitaire. Donc c'est vrai qu'on avait déjà réfléchi ensemble à ces questions de data et puis je me souviens qu'au Japon, les data avaient aussi été évoquées. Je me souviens, Raphaël, qu'on avait échangé, je me souviens encore en discutant dans la rue, tu m'avais interrogé sur qu'est-ce que tu en penses de créer des propres plateformes en concurrence au GAFA. C'était peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on a raison d'essayer de se battre avec nos armes. Et donc j'ai pensé à toi et je t'ai proposé de faire cette préface. Tu m'as dit peut-être que sur certains sujets on est concurrents, parce qu'il y a certaines filiales d'Havas peut-être qui font de la data. Mais étant donné qu'on est partenaire, et je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde sur ce secteur, je trouvais que ça faisait sens et je suis ravi, honoré encore une fois que tu as accepté de faire cette préface. Merci Julien. Je le disais en silence tout à l'heure, donc je le redis. Coucou Laurence, coucou à tous. Je suis vraiment extrêmement content de retrouver la communauté élargie, en l'occurrence du Orange Institute, qui est vraiment un cadeau pour ceux qui ont la chance de pouvoir participer à ces voyages. Moi, je veux dire, il y a toujours des pépites qui peuvent être game changer. Donc voilà, je fais un petit coup de pub pour le Orange Institute, qui est vraiment un truc vraiment pas du temps perdu et vraiment un investissement extrêmement rentable pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Donc ça, c'est dit, mais c'est dit avec sincérité. Écoutez, moi, je ne vais pas faire trop long, peut-être vous dire un peu pourquoi j'ai tout de suite accepté, une fois que je rigolais un peu sur le côté concurrent, mais c'est vrai que dans un écosystème, comme disait Laurence, français, de gens qui innovent sur la thématique comme la data, il y a beaucoup, beaucoup plus de sujets de collaboration que de sujets de concurrence au fond. Pourquoi ça m'a intéressé, le livre de Julien 10h11 m'a intéressé, c'est parce que moi, comme je ne suis pas un data scientist, au fond, je suis… parce que même quand on dirige des assez grandes, disons à l'échelle d'une agence de pub, des assez grandes organisations, il faut toujours garder un métier, on vient toujours de quelque part, on n'est pas manager professionnel, on a un métier et puis la vie fait que sur ce métier, on grandit. Et moi, mon métier, c'est vraiment un métier de planeur stratégique et plutôt issu du monde créatif, donc plutôt… on va dire du côté du croisement entre le consommateur et les idées. Quand on trouve quelque chose dans le chemin consommateur, dans la tête du consommateur, essayer de trouver des idées créatives qui viennent, je dirais, activer cette découverte qu'on a fait dans l'esprit du consommateur. Donc plutôt des thématiques comme l'ethno, vraiment cette idée que vraiment la matière, c'est l'humain. Et quand, par les hasards de la vie, je me suis retrouvé dans l'élargissement de mes fonctions à gérer aussi des périmètres médias, donc qui sont plutôt des lieux où la data, elle est massive, elle est à très grande échelle, et où, au fond, il m'a fallu un moment pour réconcilier mes deux mondes, et finalement, j'avais des tonnes de données qui arrivaient d'un côté, puis j'avais des souvenirs, et d'autres, parfois, quand je travaille sur les sujets créatifs, c'était très concret, très imagé, très humain, et il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que c'est exactement les deux faces. Enfin un enfant. Ah non, c'est pas un enfant, c'est un ado, je sais pas. Les deux faces de la même pièce. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de 10h11 et de Julien, c'est que ce livre, au fond,
partant notamment de leur compétence qui est la data visualisation, racontent comment, au fond, la data, si on ne sait pas la lire, se l'approprier, la rendre digeste, gourmande, concrète, au fond, ça devient très, très difficile pour les non-data scientists de se l'approprier, sachant que les data scientists sont capables de s'approprier de la data, mais parfois en dépit du bon sens. Donc, de toute façon, l'apport des gens qui ont une vraie culture, une vraie religion du marketing et de la création qui s'appuie sur ces données consommateurs, elle est très importante. Donc, c'était vraiment ça, moi, le point sur lequel je voulais insister, c'est derrière la data, moi qui adore ça, qui adore cette matière, qui a appris à l'aimer dans sa masse, alors que moi, je l'aimais plutôt dans son côté prototype. Je trouve ça absolument passionnant, amusant, excitant. Donc, je voulais juste peut-être en introduction vous raconter une anecdote, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut un peu raconter comment ça marche. Et donc, je vais vous raconter une anecdote à laquelle j'ai été confronté lors du premier confinement. Lors du premier confinement, je recevais très régulièrement de la part de Criteo, un autre acteur de la data à grande échelle qui opère en France, de Criteo sur les principales requêtes faites sur les sites de e-commerce. Et donc, on était entre le 20 mars et le 1er avril, et je vois en numéro 1 maillot de bain, le numéro 1 de toutes les requêtes. Et donc, j'étais coincé chez moi, devant mon écran. Tous les gens que je connaissais étaient coincés chez eux devant leur écran. Il faisait assez beau dehors, mais bon, c'était pour moi pas un sujet. Et je vois maillot de bain. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. Je me le mets dans un coin et j'envoie à mes planeurs. Je dis maillot de bain, personne ne comprend. C'est hyper bizarre et tout. Maillot de bain. Et donc, voilà une data qui échappe à la logique. Et puis, au bout d'un moment, je reçois comme régulièrement, je me nourris, j'adore ça, je cherche des trucs et tout, et je vois une autre data qui est 62% des Français ont un balcon ou un espace vert chez eux. Et je regarde dehors, et effectivement, ça faisait, que vous vous en rappelez, ça faisait 15 jours qu'il faisait quasiment 30 degrés en mars, tout le monde parlait de réchauffement climatique, et donc en fait de quoi je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte, en croisant deux données quantitatives totalement disparates, que la France entière était en train de jouir de son extérieur, que moi, qui étais un privilégié dans un monde non confiné, c'est-à-dire dans mon grand appartement haussmannien à Paris, en fait, j'étais un paria, on se comprend, que j'étais finalement pas le plus favorisé, qu'il valait 10 fois mieux avoir une petite maison en périphérie avec son petit jardin et que c'était super agréable, son barbecue, et que c'était 10 fois plus agréable, ce qui était vrai. Et donc, je me rends compte à ce moment-là que la France entière vit une espèce de camping géant. Et donc, que finalement, c'est pas facile, il y a des gens qui ont vécu ça très durement, enfin, je ne vais pas nier les vrais problèmes, et que, en gros, 2 Français sur 3 est en mode camping, entre 2 Zooms, entre 2 trucs et tout, et que c'est hallucinant, ou entre 2 maladies, hein, évidemment. Et donc, je briefe nos équipes et je leur dis, écoutez, voilà, ça, personne ne l'a vu, on a 2 mois devant nous pour expliquer ce truc à nos clients et leur dire, il y a un terrain de jeu extraordinaire qui est les balcons, les jardins, les activités qu'on peut y faire, les idées qu'on peut avoir, toute la contextualisation qu'on peut en faire. Et donc, nos clients, parce qu'on a mis des vraies histoires, des vrais gens et des vrais moments derrière ces datas, ont bénéficié de 2 ou 3 mois d'avance, ou même tout court, sur les clients qui n'étaient pas chez Havas et qui, eux, n'ont pas eu un planeur un peu agité, qui cherchait absolument à croiser des datas, à leur donner comment dire, visage humain. C'est le premier truc. Deuxième truc, j'en terminerai là. Je me rends compte le 15 avril que le nouveau terme
qui arrive devant tout le monde, c'est camping. Alors, je me dis 15 avril, je me dis camping, oui, d'accord, mais enfin bon, des balcons, des trucs, comment ils font c'était vraiment des trucs de camping, c'était pas juste des trucs d'extérieur. Et là, je me dis, bah, au fond, et là, à ce moment-là, je parle avec un pote qui me dit, ah, c'est marrant, mes enfants, je sais plus quoi faire avec eux. Dans mon salon, je leur ai mis une tente. Au moins, ils dorment la nuit sous la tente dans le salon, ça les fait marrer. Voilà, je ne sais plus comment faire pour les occuper. Et je me dis, en fait, le camping, c'est pas simplement un truc voilà, où on prend sa caravane et machin. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Et par ailleurs, je creuse un peu et je vois que tous les Français, ils ont prévu de rester en France. Et je me dis, au fond, cet été, plutôt que de faire des énièmes opérations promotionnelles sur l'été, les glaçons, le rosé, le machin, je dis, et si on mettait tout ça sous la thématique du camping, qui est un truc bien plus large que simplement un camping. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est ce que les Français adorent. Et le camping, il peut être dans le salon, comme il peut être dans les gorges du Verdon. Et donc, on a aussi de nouveau, parce qu'on a croisé ces données, on leur a donné un visage humain, en croisant du quanti, du dur et de la sociologie, voire même des insights très concrets de copains très ethno, on en a fait un véritable, je dirais, une thématique. On a dit à nos clients, emparez-vous du thème du camping, c'est ce qui fait rêver les Français, c'est ce qui va les tenir à peu près jusqu'au mois de juin, au mois de juillet, et donc appuyez là-dessus plutôt que de faire un énième truc d'été comme tous les autres. Donc voilà 2 exemples, il y en a plein d'autres, et la préface, elle est un petit peu sur ce truc-là. 2 exemples je dirais, de façon de cuisiner les données avec à la fois du quanti, mais aussi du quali, du concret, pour toujours se dire, derrière un chiffre, il y a une personne, il y a un clic, dans un contexte précis, il y a un truc. Et donc voilà, moi, c'était ça mon petit conseil avant de lire ce super livre qui s'inscrit de manière beaucoup plus, je dirais, pédagogique et concrète que ce que je viens de faire, mais qui vous donne des clés pour justement faire de la donnée une amie et pas simplement, je dirais, des courbes parfois un peu inhibantes, sachant qu'autour de cette table, il y a sûrement des gens pour que ça n'inhibe pas du tout, mais moi, ça m'inhibait un peu. Et maintenant, je m'ébroue dans la data. Voilà, j'ai fini. Non, mais super, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, Raphaël, quand on voit toutes les datas, et nous, chez Orange, autant dire qu'on en a beaucoup, et j'imagine que certains d'entre vous aussi se lancent dans des projets, ont de la data et ne savent pas quoi en faire. Donc, il faut de l'intelligence et de l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence et venir chez Havas. Et venir chez Havas, évidemment. Mais du coup, avant cela, Julien peut peut-être aider à décrypter justement tous ceux qui sont là autour de cette session et qui disent, mais finalement, la data, par quel bout s'y prendre? Et quand tu as commencé à écrire le livre avec tes associés, comment tu as fait du coup? Parce que c'est 34 réponses à des questions certainement que tu t'es posées toi et que les autres se posent. Mais par exemple, moi, je vais te dire, effectivement, déjà, qu'est-ce qu'on appelle la data et c'est quoi ce gros mot? Oui, merci Laurence, merci Raphaël pour l'introduction. Et je pense que vous avez compris pourquoi je souhaitais que Raphaël fasse la préface du bouquin. Vous avez vu, il est très passionné, comme nous chez Dizeron, sur ces questions de data, et je trouve que ça s'est ressenti dans son propos. Alors oui, qu'est-ce qu'on appelle par data? Alors on peut dire que ça peut être défini comme des informations mesurables produites par l'humain ou la machine en utilisant des outils numériques, donc logiciels, Internet ou API. Je pense que la data, on peut la définir ainsi. Après, on a vu que, et Raphaël l'a très bien rappelé, qu'aujourd'hui, elle est très présente dans le contexte des entreprises, mais elle est aussi très présente dans le contexte des citoyens. Et Laurence, tu l'as rappelé tout à l'heure, tu as dit que les personnes qui s'étaient connectées, il y avait des étudiants, et il y avait des retraités, il y avait des managers, qu'on arrivait à croiser un petit peu toutes les populations, et ça, j'en suis ravi, puisque c'est notre objectif, cette question d'inclusion sur la compréhension des données, parce que Data Maker, pour nous, et c'est un peu l'intitulé du livre, c'est tout le monde peut devenir Data Maker, et l'objectif de cet ouvrage, c'est de s'adresser au plus grande, à un panel le plus large possible, parce qu'on considère que
la donnée est une culture aujourd'hui qu'il faut apprivoiser, pas forcément un outil de travail, mais aussi une culture qu'il va falloir comprendre. Et puis on l'a vu, je parlais des citoyens sur la data, on l'a vu avec Stop Covid, hein, à quel point la data est un sujet qui, pour les Français, est très compliqué. Hein. Les Allemands ont à peu près 18 millions d'utilisateurs sur l'application identique. Et je crois que les Français ont peiné à avoir plus de 20 000 utilisateurs sur ce fameux télécovid. Donc, je crois que là, on voit bien que pour les citoyens, il y a aussi une interrogation sur ces enjeux de data. Il y a ou une crainte ou un enjeu, mais en tout cas, c'est bien d'en parler et d'en débattre. Et puis, on a remarqué aussi sur les questions de data, d'intelligence artificielle dernièrement, beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'il y ait de la communication très largement faite et peu de choses que l'on voit de concrètes. Et donc, dans l'exemple de Raphaël, je trouvais ça intéressant. Je vais essayer de rebondir moi aussi sur des exemples. Et dernière chose aussi par rapport au contexte, nous, on a eu beaucoup d'entreprises aussi qui sont revenues vers nous actuellement, pas que pour des bonnes nouvelles, parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est compliqué cette période. Et je pense que ces entreprises-là ont de plus en plus besoin de mesurer ce qui s'est passé, de mesurer leur action, de mesurer comment a réagi l'entreprise. Et pour ça, les données sont une source importante de prise de conscience, parce qu'autant avant, parce qu'on fait plus 3, plus 5 ou moins 3, moins 5 sur cette année, bon, c'est important d'avoir des chiffres précis, mais on va dire qu'on est peut-être moins pointilleux que quand il faut savoir si on a fait moins 15 ou moins 20 ou moins 25 et qu'on doit l'expliquer à son banquier, à ses associés ou à ses partenaires. Donc, la data, je pense, est un enjeu culturel, est un enjeu citoyen aussi, on l'a vu avec Stop Covid, et aussi est un enjeu pour l'entreprise, que ce soit dans la publicité, mais à mon avis, aujourd'hui, dans tous les secteurs. Donc, c'est l'idée de ce bouquin. S'adresser au plus grand nombre. Du coup, tout à l'heure, tu l'évoquais tout juste, Julien, c'est par rapport notamment à Stop Covid. Alors, on a les derniers chiffres, et effectivement, il y a plus de 8 millions aujourd'hui qui se sont connectés, certainement avec de la pédagogie. Mais est-ce que la RGPD est, par exemple, une contrainte aujourd'hui quand on gère la data? Parce que c'est un vrai sujet en France. Oui, c'est évidemment une contrainte. Enfin, c'est une contrainte. On va dire que c'est des normes qui ont été posées aujourd'hui et qu'on essaie d'appliquer dans les entreprises. La RGPD, il faut bien savoir que bon, il y a 3 grands piliers, si vous voulez en parler rapidement, mais c'est en gros récolter uniquement ce dont on a besoin, faire en sorte que les entreprises n'aillent pas chercher de la donnée à tout va, partout, alors qu'elles ne savent pas quoi en faire. Donc, c'est un premier point que la RGPD recommande. Ensuite, de bien préciser les conditions d'utilisation que l'on va faire avec cette donnée-là, quand on va utiliser des outils ou la donnée de nos clients ou de partenaires ou même qu'on récolte sur Internet ou de l'open data, donc bien préciser ce que l'on en fait. Et puis, permettre à chacun de pouvoir la consulter et la modifier, c'est-à-dire que si on veut modifier la donnée, on doit y avoir accès. Je fais juste une parenthèse sur le sujet, c'est qu'il ne faut pas que les PME se sentent freinées par cette RGPD, mine de rien, parce que c'est quand même très particulier comme contexte. Je vous donne un exemple assez basique. Si demain, vous demandez à votre banque de vous envoyer l'ensemble des informations dont elle dispose sur vous, vous vous rendrez compte que votre banque est incapable de le faire. Parce qu'elle a des vieux systèmes, elle a beaucoup d'informations sur vous depuis plusieurs années, et aujourd'hui, elle n'est pas capable de le faire, donc elle n'est pas capable de répondre à la réglementation de la RGPD. Et je pense que n'importe quelle grande banque française n'est pas aujourd'hui en mesure de vous envoyer l'ensemble des informations qu'elle a sur vous. Donc, c'est un peu ambivalent. Je pense qu'il faut tous faire en sorte qu'on ait une responsabilité quand on travaille dans les données, qu'on suive les RGPD, qu'on essaie de suivre des dimensions éthiques. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui aujourd'hui sont naissants et qui vont se mettre en place petit à petit. En tout cas, je me réjouis que l'Europe réfléchisse à ces questions et que la France aussi réfléchisse à ces questions. Mais si tu le veux, Laurence, ce que je peux proposer aussi, c'est montrer 2-3 exemples concrets à toutes les personnes qui sont aujourd'hui connectées et que je remercie sur ce Google Meet aussi, pour pas rentrer dans une approche théorique, mais vraiment pour, comme a pu le faire Raphaël, vous montrer des choses, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data concrètement et qu'est-ce qu'on peut faire, même on n'a pas besoin d'être Google ou Facebook pour faire des choses intéressantes avec la data, et montrer quelques cas d'études, si tu le veux bien,
Mais rapidement. Avec plaisir. Alors, je vais essayer de partager mon écran et vous allez me dire si ça fonctionne. Normalement, là, vous voyez, normalement, vous devez voir une carte de Paris. S'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas, vous mettez un petit message dans le chat. Donc, je reviens sur la carte de Paris. N'hésitez pas à me faire remonter si vous ne la voyez pas, mais normalement, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ça, c'est les données que vous pouvez observer. Et vous allez voir, je vais zoomer, vous allez vite comprendre, on va les tracer d'un peu plus près. Ce sont les parcours des runners dans Paris sur une période donnée qu'on a fait avec Running Heroes, qui est un de nos partenaires. Vous voyez le logo en bas à droite, et c'est une commande de la mairie de Paris parce qu'elle souhaitait comprendre quel usage était fait concrètement de la ville par les gens qui courent. Donc, par où ils passent, à quelle fréquence et comment concrètement ils utilisent la ville en fonction des périodes, de leur âge, des saisons et de leur parcours kilométrique. L'objectif, c'est avoir une approche concrète de la ville, et là, je pense qu'on l'a quand on voit cette carte sous les yeux. Et ici, il y a des parcours comme Paris 2024 qui vont arriver avec le marathon, qui souhaitent avoir de l'information pour savoir par où passer pour coller au plus près du citoyen qu'un événement ou une course colle au plus près de l'usage que peut faire le citoyen de la ville. Et enfin, il y avait une dernière demande, c'était que la mairie souhaitait mieux comprendre comment aménager la ville pour les runners. Donc, je vais juste vous montrer quelques informations qui sont assez intéressantes que l'on peut voir et qu'il faut bien comprendre avec les datas. C'est qu'avec ce type de vue, si on veut comprendre, par exemple, où trouver les personnes qui font régulièrement du running et qui ont un certain niveau, on peut imaginer des marques qui seraient intéressées pour les contacter. Si je vais dans la fréquence de pratique et que je clique sur une fréquence régulière, on voit déjà que la carte, vous avez dû la voir sous les yeux évoluer. Et si je choisis 10 à 15 km, eh bien, on voit qu'on arrive à savoir assez précisément, donc de Meudon jusqu'au quai et la Tour Eiffel, vers le bois de Boulogne, ou encore quand on est sur l'axe Pantin-Bobigny, on peut voir qu'ici, on a beaucoup de runners habitués qui courent régulièrement, qui font du 10-15 km, et qui s'entraînent ici, voire on a un axe ici aussi très précis, vous voyez, au Parc Monceau, où on peut trouver et venir à la rencontre de ces personnes qui pratiquent avec une régularité forte le running. Ensuite, si on passe au moins de 5 km, par exemple, on va se rendre compte que généralement, on se situe plus aux alentours des parcs et des zones boisées, et où là, on rencontre ceux qui font simplement un jogging de manière, entre guillemets, amateur. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est se dire à quel moment de la journée les gens courent. Donc, si par exemple, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée, hein, je vous laisse y réfléchir dans votre tête, est-ce que c'est la nuit, le soir, l'après-midi, le midi ou le matin? Simplement avec la visualisation. Alors, pas pendant le confinement. Ça s'est fait avant le confinement. Mais par exemple, je vais vous montrer que la carte évolue. Et on voit que la nuit, on a très peu de courses. Le soir, on en a un petit peu plus. L'après-midi, on voit que ça se densifie. Le midi, beaucoup moins. Et par contre, le matin, on se rend compte qu'au final, les gens courent, en tout cas à Paris, le maximum le matin. Moi, ce qui m'a assez surpris, d'ailleurs, quand j'ai consulté ces informations, j'aurais plutôt dit l'après-midi ou le soir. Et enfin, une dernière information, et je vous laisse pareil réfléchir dans votre tête, vous allez voir si vous avez raison, à quelle saisonnalité court-on le plus? Donc, je vais cliquer sur l'hiver. Je pense que personne n'aurait dit l'hiver, on est bien d'accord. Regardez, la carte se vide complètement. Si on choisit le printemps, on voit que ça repart un petit peu plus. L'été, on voit que la carte se densifie. Et si je vais sur l'automne, et pareil, moi, je n'aurais pas parié sur l'automne, mais plus sur le printemps, mais en fait, c'est à l'automne que les Parisiens courent le plus. Donc, voilà un exemple concret d'usage de data sur une cartographie qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender les enjeux d'une ville et des enjeux de réflexion économique et événementielle, alors que si je vous donnais le fichier brut des données géolocalisées de tous les coureurs, je vous assure que, et moi le premier, et même un data scientist, il a beau scroller les données, on n'y comprend pas grand-chose. Voilà, c'était un exemple pour illustrer mes propos. Je pourrais vous en montrer d'autres avec, encore une fois, de la cartographie scorée que l'on fait pour certaines entreprises. Mais je vois que l'heure avance, donc si Laurence, tu as quelques questions et que tu veux basculer sur le livre, vu qu'on avait dit 30 minutes et je vois qu'on dépasse déjà un petit peu le temps, on peut en parler un peu. Et simplement pour vous illustrer le fait que
on peut faire aujourd'hui des choses très concrètes avec la donnée et que de plus en plus d'organisations les utilisent, pas forcément pour desservir les personnes qui ont libéré ces données, mais au contraire pour leur apporter du service, pour mieux les comprendre et pour essayer de faire en sorte que, par exemple, Paris 2024 et la prochaine aménagement de Paris soient vraiment liés à ce que voulaient les runners dans leur utilisation de la ville. Du coup, moi, j'ai effectivement deux questions qui me viennent, Julien. La première, ça veut dire que chacun d'entre nous, et je sais que parmi nous et parmi les personnes connectées, il y en a qui courent régulièrement ou très régulièrement. Ça veut dire que dès qu'on connecte notre appli Nike ou peu importe, les données sont partagées pour arriver dans ce genre de statistiques. Et d'ailleurs, après, ma deuxième question, c'est quoi la différence entre statistique et data scientist? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un terme marketing, data scientist? Ça me rappelle quelque chose en Inde. Oui, alors, juste pour répondre à ta première question, non, ça ne veut pas dire que tes données à chaque fois sont exploitées ailleurs. Généralement, c'est précisé dans les conditions d'utilisation d'un service si tes données peuvent être utilisées à des fins statistiques ou à des fins d'analyse. Là, je pense que sur ce qu'on a fait avec Running Heroes, il est pratiquement impossible de retrouver exactement qui a couru où. On voit bien que c'est global, on voit bien que l'ensemble des flux est globalisé. Donc, et ensuite, si évidemment tu penses que ta donnée est présente, c'est de notre devoir que si tu demandes qu'elle soit supprimée, on fasse le nécessaire. Mais ce type de cartographie, là encore, n'a pas pour objectif de scruter et d'être curieux sur où court précisément Laurence, mais vraiment d'essayer de se dire comment on fait de Paris une ville plus agréable pour les runners. Donc, mais c'est vrai que voilà, les conditions d'utilisation normalement d'un service doivent vous aiguiller sur l'usage qui est fait. On sait qu'on ne les lit jamais, mais simplement, normalement, c'est précisé. Alors, la différence, pour ta deuxième question, entre data scientist et statisticien, je crois que c'était ça la question. Tout à fait. Bon, c'est un vieux débat. On va dire que le statisticien, c'est vraiment un métier très, très mathématique, porté vraiment sur le métier du calcul, alors que le data scientist va intégrer des notions de programmation informatique et puis aussi des notions de compétences métiers spécifiques au secteur auquel il va travailler. Et il va réfléchir de concert avec ces trois axes, les mathématiques, la programmation informatique, et puis, on va dire, l'expérience métier, le sujet sur lequel il travaille. Mais il y a une phrase, je crois, qui dit un data scientist, c'est un... je la retrouve pas, bon, je passe dessus, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est la notion de programmation informatique qui est souvent liée au data scientist. Mais du coup, par rapport pour rebondir sur ce que disait Raphaël en début et en introduction, à quel moment, du coup, vous mettez l'intelligence humaine dans ce que vous faites? Parce que, comme le dit Raphaël, pourquoi les maillots de bain ressortent en premier d'après les données de Criteo fin mars? Si on ne matche pas ça avec le fait que 62% des Français ont des jardins ou des balcons, on a un peu de mal à comprendre effectivement pourquoi les gens, pendant le confinement, vont se promener en maillot de bain chez eux, en appartement. Donc, du coup, comment vous faites? Vous prenez un peu de hauteur? Je suis désolée, c'est un peu pour la gratter comme question. Non, c'est très bien. Je ferai le pont avec la méthodologie. D'ailleurs, oui. Par transparence, on met toute la méthodologie qu'on déploie chez nos clients dans le livre pour que chaque personne qui souhaite démarrer un projet data puisse aussi être autonome, se poser les bonnes questions et dérouler un peu son projet. Et pourquoi j'évoque cette méthodologie? Parce que l'intelligence, comme tu le dis, Laurence, nous, chez Laurence, on essaie de la croiser avec différents métiers parce que chacun va apporter un regard spécifique sur la data. Donc, on a toujours un premier pilier qui est générique, des questions génériques qui sont liées au métier généralement de notre client. Ensuite, on a des questions qui sont d'ordre de data science, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi la donnée qu'on a à disposition et qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'elle est industrialisable? On a ensuite des questions d'interface. Est-ce que l'on va devoir créer ou pas une interface par rapport à la solution qu'on imagine? Ensuite, on a des questions informatiques. Donc, comment on va devoir programmer la solution et comment on va devoir la réaliser technologiquement. Et le dernier point, c'est le business plan. C'est comment la solution que l'on crée, elle rentre dans l'environnement de notre client ou elle répond exactement aux besoins ou à la demande qui a été faite. Donc, ce sont, on va dire, ces 5 prismes de réflexion
Puis pour chaque problématique ou chaque data et flux de données que l'on a, on va mettre ces cinq prises de réflexion de concert pour brainstormer, entre guillemets, pour tenter d'être créatif et se dire, en fonction de ce que l'on comprend, quelle est la meilleure solution à imaginer. Parce qu'il l'a dit d'ailleurs, Raphaël, les data scientists vont avoir un prisme de vue, souvent très technique, qui est très intéressant, mais qui n'est pas toujours le meilleur, comme quelqu'un qui va penser plus à un modèle économique va avoir son prisme qui est bon, mais qui n'est pas non plus toujours le meilleur. Donc je pense que c'est le croisement des regards et des expertises qui font que émerge souvent une idée qui fait consensus, et elle fait consensus parce que c'est la plus pertinente. D'accord. Et du coup, par exemple, quand on pense à toutes les données qu'on peut avoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une analyse sur un projet data sans avoir un développeur web, ou comment il faut s'y prendre en fait? Oui, c'est une des questions qui est dans je crois que tu en parles dans le livre. Oui, c'est une des questions qui est dans le livre. Pareil, est-ce qu'on peut faire un projet data sans développeur web? C'est comme ça qu'on l'a cité. Donc, on voit bien d'ailleurs dans l'approche de cette question à quel point on souhaite être pédagogique, parce que ça pourrait être une question très bateau. Mais aujourd'hui, et on en fait aussi la promotion, il existe une mouvance qui s'appelle le no-code. Le no-code, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont créés sur Internet qui vous permettent de générer une technologie sans forcément être un développeur web et sans forcément connaître le langage informatique. Donc, vous êtes accompagné via l'outil pour créer des services, et il existe notamment des services qui vous permettent via par exemple un fichier que vous hébergez sur Google Drive de créer une API, donc un protocole de communication automatisé avec des services tiers qui voudraient par exemple récolter de l'information sur votre fichier Excel. Donc oui, c'est possible de faire un projet data sans développeur web, c'est possible déjà de s'acculturer à la donnée et de faire des premières choses même quand on n'est pas développeur ou data scientist, et on pousse et on fait la promotion de ça à travers cet ouvrage. Après, quand on développe des solutions de plus en plus sur mesure et on va dire qui demandent de plus en plus de connaissances, le développeur devient indispensable, et c'est même la pierre angulaire d'un projet, même un projet data. Le développeur reste quand même très très important. Je pense que Pierrick, chez nous, le responsable technologique, ne dira pas le contraire. On sait très bien que même quand il est en congé, c'est une petite anecdote, mais quand il prend ses congés, que ce soit son équipe ou les équipes qui ne sont pas développeurs web, souhaitent poser les congés au même moment parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer les moments où le responsable de la technologie n'est pas au bureau. Donc c'est plutôt un running gag qu'on a en interne, mais c'est Laurence pour nuancer aussi mes propos. Oui, on peut faire sans développeur, mais une fois que quand même on rentre dans les choses très sérieuses, le développeur reste aujourd'hui très très important, un métier essentiel même dans la data. Ok, l'heure avance, et du coup j'aurais voulu savoir s'il y a des questions parmi les personnes qui sont connectées pour pouvoir profiter de la présence de Julien ou Raphaël, s'il y a des questions qui lui sont adressées. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est-à-dire à décocher votre micro pour prendre la parole, ou poser des questions via le chat. Alors, je vois qu'il y a une première question de Ryan sur le chat qui écrit comment est-ce que se récolter les données via les différentes apps de running. Alors oui, je vais le préciser, c'est que merci pour cette question. Pour être un peu plus précis, le partenaire avec qui on a travaillé s'appelle Running Heroes, et Running Heroes en fait était une application qui permet de se connecter à d'autres applications, donc Nike Running, je crois qu'il y a Run Static, je les ai plus toutes en tête, mais il y a différentes applications, et Running Heroes permettait d'apporter du contenu un peu plus spécifique à vos courses. Et donc par rapport à ça, il récoltait les données utilisateurs, et c'est par ce biais-là qu'on a obtenu les données géolocalisées. Donc les utilisateurs acceptaient de remettre à Running Heroes leurs données de course, et en échange, Running Heroes proposait des services dédiés à leurs données. Donc voilà un petit peu. Est-ce que c'est pas ce qui s'appelle aujourd'hui United Heroes, qui est utilisé par les entreprises? Exactement, ils ont élargi pour les faire courir. Ouais. Exactement, ils ont élargi. Aujourd'hui, c'est un leader français d'ailleurs dans le sport en entreprise, et pas que. Ils ont élargi leur spectre, donc peut-être que c'est plus Running Heroes le terme exact aujourd'hui.
Mais, C'est et, pour- Unite Heroes. et une petite précision pour Ryan aussi, ils utilisaient donc des protocoles d'API, ce qu'on appelle API. C'est des systèmes automatiques, c'est des sortes de ponts qui sont faits entre deux bases de données. Et donc Running Heroes venait requêter les informations chez Nike ou chez RunStatic. Ah d'accord, ok. Avec le consentement de l'utilisateur, évidemment. C'était la question que j'allais poser, c'était de savoir s'il y avait uniquement Running Heroes ou est-ce que ça pouvait être couplé avec d'autres applications pour avoir le plus de données possible. C'est couplé avec d'autres applications, puisque je sais qu'on n'avait pas uniquement les données de chez Nike. Mais par exemple, RunStatic, on les avait aussi. Ok, merci. Je vois qu'il y a plusieurs autres questions. Je te laisse les lire, Julien. Oui. Un projet data pour vos clients, Elisa, ça coûte combien environ? Un projet data, ça coûte combien environ? C'est difficile à répondre toujours à ce type de questions parce que ça dépend de la problématique, ça dépend de ce que veut le client. Après, c'est plus en termes de durée. Généralement, quand un projet data il est siloté par différents métiers, quand il touche qu'un seul métier, on va dire qu'en un mois et demi, on arrive à faire des choses. Donc, quand je dis ça, en termes de durée, ça vous donne une estimation peut-être chiffrée. Dès qu'un projet data touche plusieurs domaines de métier, et data science, et développement web, et aussi interface, on va dire qu'on est plus sur des projets autour de 2-3 mois. Et là, le projet data, évidemment, peut être plus conséquent en termes de budget. Je rajouterais juste une petite chose aussi par rapport à la culture sur les données et la culture informatique. Il ne faut pas oublier qu'un projet informatique, il faut toujours le voir sur le long terme, c'est vivant. Parce qu'un projet informatique, il est lu sur des navigateurs qui évoluent. Un projet informatique qui va être utilisé par un grand nombre d'utilisateurs qui vont voir des petits bugs, des petits problèmes qu'on n'avait pas identifiés. Donc, il faut toujours envisager un programme informatique comme quelque chose de vivant, qui est utilisé par des humains, qui est utilisé par des navigateurs qui sont mis à jour. Et donc, un projet data, il y a un coût toujours one-shot pour sa création. Et ensuite, il y a toujours un coût, on va dire, de maintenance et d'hébergement, de suivi du projet sur le long terme. Du coup, j'imagine que s'il y en a qui ont des projets, on fera passer le mail avec vos coordonnées pour vous contacter. Enfin, il suffit d'aller sur le site d'Etherwood, il y a un point de contact. Après, il y a une question que j'aime beaucoup. Quel avenir pour les technologies françaises et européennes face aux acteurs mondiaux qui dominent le marché, notamment américains? C'est très vrai. J'aime beaucoup cette question parce que j'étais au G20 IEA, donc le G20 des entrepreneurs la semaine dernière. Et c'était une question qui était posée, en tout cas il y avait ces réflexions qui étaient en cours. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime à penser, c'est qu'on a dit que Internet enlevait les intermédiaires. C'est vrai, dans un premier temps, on a enlevé les intermédiaires avec Internet, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, moi je crois beaucoup aux nouveaux intermédiaires qui arrivent sur Internet. Il y a tout un tas de services qui peuvent se plugger entre Facebook et Google et qui, par l'appel des données et un flux d'informations, peuvent apporter une connaissance en plus. Donc, si l'Europe et la France prennent la vague j'ai pas envie de dire l'intelligence artificielle parce que ça fait très bonbon comme terme, mais plutôt de la connaissance informatique, de l'algorithmie, des modèles statistiques et investissent sur ces sujets-là, je crois beaucoup qu'on créera des acteurs qui viennent se greffer aux grandes plateformes et qui nous permettront de récupérer des parts de marché, voire que les grandes plateformes ne puissent plus s'en passer. Je pense par exemple à un acteur qui demain développerait un comparateur de prix automatique sur Amazon versus d'autres plateformes. Peut-être que tout le monde passerait commande chez lui sans passer par Amazon parce qu'il apporterait une connaissance et un service spécifique que les autres n'ont pas. Donc je crois que c'est une faiblesse, oui, qu'on ait du retard, mais je crois qu'il y a dans la création d'intermédiaires un enjeu énorme et la clé de voûte est la data. Une dernière question et après on va faire un tirage au sort pour savoir qui va gagner les 3 livres, parce que vous l'avez promis. Donc tu prends une dernière question et après ceux qui pourront rester connectés le feront, mais il faut qu'on se tienne aussi à l'horaire. Donc choisis ta question. Oui, alors je vais essayer quand même de répondre juste rapidement à toutes. Il n'y en a pas non plus énormément, mais dans quelle mesure les données récupérées par Google Analytics sont sécurisées? Alors là, c'est dur pour moi de le dire parce que c'est pas notre service, donc j'ai du mal à en parler, mais encore une fois, dans les conditions d'utilisation, il doit y avoir des éléments ou il doit y avoir des tests de protocole sécurité ou de hacking qui ont été faits sur Google Analytics. Il faudrait essayer de les parcourir. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère pas m'avancer. Les apps de smartphone fournissant la grande majorité des datas exploitées aujourd'hui étant par ailleurs gratuites, la Dash, si c'est gratuit,
C'est vous le produit est-il toujours d'actualité? Merci Emmanuel, je crois que c'est Emmanuel Granger d'ailleurs. Je te salue, je te vois en caméra. Oui. Oui, alors on en parle dans le bouquin justement sur les modèles économiques, les différents modèles économiques qui sont liés à la data. Alors, ou bien, comme le dit Emmanuel, le service est gratuit et c'est surtout de la publicité ultra ciblée qui va être déployée, et donc vous êtes entre guillemets le produit. Ou alors on vend les données directement. Ça, c'est par exemple ce que fait, je crois, lesfurets.com, qui vous permet d'avoir un comparateur d'assurance. Et ensuite, si vous êtes intéressé, ils vont vendre la donnée à l'assureur qui vous intéresse. Donc, normalement, c'est gagnant-gagnant. Ensuite, on peut vendre la connaissance. Donc, on transforme des données pour en donner une connaissance, un score, un algorithme, et les gens paieraient de la consultation de cet algorithme. Ou bien, il y a aussi l'historique. On le voit dans les données bancaires que l'historique des données avec un grand historique, ça prend de la valeur dans le temps. Donc, il y a aussi un modèle, pas de trading sur les données, mais en tout cas de faire fructifier dans le temps, un petit peu comme le vin, ces données. Pour certains secteurs, ça marche. Donc, oui, l'adage, il fonctionne toujours. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître. Et dans le bouquin, d'ailleurs, on y répond. Quel avenir pour les... Ça, on l'a vu. Ben, je crois que j'ai rien oublié. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent poser une question en live? Est-ce qu'il y en a un qui... Il y a Anicia, je crois. Ben, Anicia, je te salue aussi, puisque on s'est croisés dernièrement aussi à l'école, qui représente une école aussi sur Paris. En termes d'opportunités métiers, quelles sont les compétences clés attendues dans le domaine des data analystes? Tu parlais de compétences techniques non indispensables, mais c'est un plus. Alors, si je fais un point sur notre propre expérience, on intervient dans différentes écoles, et notamment Digital Campus, sur un programme data. Et les étudiants, pour information, sont des étudiants qui ont une vocation à être manager dans le digital et pas à être développeur ou data scientist. Et pourtant, on essaie de faire intervenir à la fois des métiers business sur la data, à la fois des personnes qui vont leur parler d'interface et de gestion cognitive de l'utilisateur, à la fois des data scientists, et William, un de mes associés, pourrait en parler. Il intervient souvent pour expliquer avec le logiciel R comment faire les premiers calculs en data science, et à la fois aussi en développement informatique, on leur donne des compétences, car l'objectif, je pense, c'est toujours qu'il y ait une culture globale sur ces questions de data pour chaque métier, et que les étudiants puissent dialoguer avec chacun des métiers. Ensuite, s'ils souhaitent s'orienter vers une spécialité, ils peuvent le faire. Mais nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, encore une fois, la data étant une culture, il faut apporter tous ces regards-là aux étudiants pour qu'ils soient le mieux armés dans la foulée. Encore une fois, c'est ce qu'on fait, c'est pas une vérité, hein, c'est simplement la vision que porte 10h11. C'est pas forcément une vérité pour tout le monde. Il va être l'heure de conclure, mais en fait, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une main innocente qui puisse donner, en fait, on a un fichier Excel qu'on a partagé avec personne, enfin, que je n'ai partagé avec personne, donc ça va être relativement simple en termes de data. Ryan, tu étais le premier connecté, donc je pense que ça va être toi la main innocente, tu peux confirmer qu'on ne se connaît pas. Si tu es toujours connecté. Voilà. Si tu es toujours connecté, tu vas me donner 3 numéros compris entre 1 et 200, c'était le nombre d'inscrits pour aujourd'hui. Je vais donner les noms. Si les personnes, enfin, ou en tout cas les mails, si les personnes sont connectées, elles me mettent un petit message en suivant, et puis sinon on donnera d'autres numéros. Donc entre 3 numéros entre 1 et 200. Entre 1 et 200 Oui. 47. Alors, 47. Alors, Franck Bardol. Est-ce qu'il est là, Franck Bardol? Oui, non, oui. C'est Kin pour Franck Bardol. Dommage. Alors, allez, vas-y, 3 autres numéros. 85. Alors, 85. Agathe Forzy. Ah. Digital Campus, ah bah c'est pas de chance. C'est Digital Campus. Non, mais je pense, Laurence, qu'on leur enverra. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Alors après, toi, tu veux qu'ils soient connectés, tu veux un kin en live, je le sens. Ah bah oui, du coup, on peut prendre le numéro suivant après Agathe. Ryan. Ah bah Ryan, bah oui, Ryan, et bah c'est toi qui gagne le premier, bah voilà. Bah,
Tu vois, tu es le 86e. Alors, vas-y, donne-nous du coup 2 autres numéros et à chaque fois, on prendra le suivant. 12. Alors, 12. Est-ce que Aurélie Kazimierski est là? Non plus, décidément. Alors, si je prends le numéro 13, Félia Long. Non plus. On est 81, Laurence, donc ça a connecté, Ouais. je crois. Donc ça, Alors, attends. tu as un peu moins d'une chance sur 2, normalement. Alors, attendez, je vais mettre. Faut peut-être aller taper dans la liste des gens qui sont connectés directement. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, entre 1 et 81. Alors, attends, 81. Je te l'envoie par mail, Laurence. Tu regardes dans le mail que je viens de t'envoyer. Normalement, tu as les gens qui sont connectés ou qui l'ont été pendant l'heure. Alors, Claire Fulda. Est-ce qu'elle est là, Claire Fulda? Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, d'accord. Alors, après, j'ai Jean-Luc Néraud. Est-ce qu'il est là? Je suis toujours là. Je suis toujours Ah, là. ben voilà. Enfin. Allez, voilà. Et un Jean-Luc est troisième. là. Bonjour Euh, Jean-Luc, ça fait plaisir. Ça fait 24. plaisir de te voir. Bonjour Julien. 24. Alors, j'ai Emmanuel Tay. Non? Alors, après. Jacques Nicolas. Oui, oui, Ah ben oui, voilà. je suis là. Eh ben voilà. Bravo, vous avez Et c'est gagné, avec- vous avez gagné le 3e livre alors. et c'est quelqu'un de longue date. Oui, tout Ah. à fait. Jacques est un de mes mentors qui m'a longtemps et qui continue à m'aider à être une écoute attentive. Donc, ça me fait très plaisir. Ce qui est bien, Eh ben, parce que, encore une fois, je disais, la data maker, c'est on peut tous devenir des data makers. Et je crois que Jean-Luc est en activité. Je crois que Ryan est étudiant. Et il me semble que Jacques est désormais retraité. Donc, on s'adresse sans le vouloir, mais en tout cas à un panel large et ben complet voilà, en termes super. d'activité. C'est dommage que nous n'ayons pas eu une femme, mais c'est comme ça. On est tombé Et que 3 pourtant, hommes de on manière avait, aléatoire. Voilà. Pourtant, Et- tu en as cité de nombreuses, mais elles nous ont quittés. Absolument. Et du coup, merci beaucoup Ryan. de Vous souci. m'envoyez, Merci à vous. vous avez reçu voilà un mail avec comme ça vous m'envoyez vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le livre. Où est-ce qu'on peut le trouver, Julien, le livre? Alors justement, ce qu'on va faire, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit, Laurence, mais c'est qu'on va envoyer à Ryan, Jean-Luc et Jacques un code. Et ils iront sur le site 10h11.com, ils commandent le livre et en mettant ce code promotion, ils n'auront pas à payer et le livre leur sera envoyé. Et ce qui veut dire que le livre, on peut le trouver sur 10h11.com. Sur le site, vous verrez, en haut à droite, il y a un petit onglet « Acheter le livre ». Et donc là, c'est un site e-commerce standard. Et donc, on est notre propre éditeur sur ce premier ouvrage. Forcément, Eh ben, en tant bravo. qu'entreprise qui souhaite suivre ces données, nous, on est vraiment intéressés pour comprendre eh bien, les personnes qui nous suivent, qui s'intéressent au sujet. Et donc, on fait tout automatiquement sur notre site. Donc, c'est un e-commerce en 5 clics, je crois. Le livre peut être commandé. Vous Super. avez envoyé, Et- vous avez dit? Ouais, vous m'envoyez un mail, c'est moi qui vous ai via Orange J'ai pas- Institute. J'ai Via pas reçu. Orange Institute. Je vais vous le renvoyer. Mais je pense que de toute façon, tu as le mail de Ryan, Laurence, dans les Oui, les oui, fichiers tout à fait. d'inscription. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci merci à beaucoup. Raphaël. Merci beaucoup à Julien. Merci à tous les participants. Bravo aux vainqueurs. Portez-vous bien. Téléchargez l'application de tous anti-Covid pour qu'on fasse monter le nombre. Et puis, restez connectés. Regardez sur notre site régulièrement ce qui s'y passe. Et si Julien, tu veux offrir un code promo pour un petit code promo pour ceux qui veulent acheter le livre, tu nous le fais passer et on le fera passer aux membres Orange Institute. T'es en mute, Julien.
Julien, t'es en mute. Julien, t'es en Oui, mute. pardon. Non, je disais simplement que, merci Laurence, que si, oui, je crois qu'il faudra voir avec le marketing, mais je crois que c'est vers Noël qu'il y aura un code promotion, peut-être vers le 15 décembre. Je ne sais pas encore, c'est pas moi qui pilote ces choses-là. Bon, alors, suivez bien ce qu'ils vont faire sur 10h11. Allez voir ce qui s'y passe. Donc voilà, bon appétit à tous. Filez manger un bon petit repas. Et à très vite. Merci à tous. Au revoir Merci. tout le monde. Merci Et aux après, écoles partenaires. on Bye bye. finit en musique.